Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Victoire diplomatique pour le Maroc. Les États-Unis annoncent la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en échange de la normalisation de ses relations diplomatiques avec Israël. Crise politique en République démocratique du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, et son bureau ont été destitués ce jeudi 10 décembre. Un revers pour le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Et le Niger est actuellement le pays le moins électrifié de l'espace UEMOA. Mais les choses pourraient changer grâce à la réalisation d'un pipeline Niger-Bénin. Ce projet devrait multiplier par 6 la production quotidienne de barils d'ici 2024. Mais tout d'abord, en République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a été désigné candidat à la prochaine élection présidentielle par les 17 partis qui composent sa majorité présidentielle. Une désignation sans surprise, puisque le principal parti de la majorité présidentielle, le PCT, l'avait déjà investi candidat dès son congrès de décembre 2019. L'élection présidentielle congolaise est prévue pour mars 2021. Notons que le président Denis Sassou Nguesso ne s'est pas encore prononcé concernant cette désignation. Il pourrait notamment le faire lors de son discours à la nation prévu le 19 décembre. Normalisation annoncée des relations entre le Maroc et Israël, un coup diplomatique orchestré par les États-Unis dans le cadre de son plan de paix au Proche-Orient. En échange, les États-Unis se sont engagés à reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision fermement condamnée par le Front Polisario. Philomène Tiné. Le Maroc, quatrième pays arabe après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan à avoir amorcé un rapprochement diplomatique avec Israël. Le royaume chérifien s'est engagé à normaliser ses relations avec l'État hébreu. En contrepartie, le Maroc obtient la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental par le président américain Donald Trump. Contrairement aux autres États du monde arabo-musulman, le Maroc a toujours entretenu des relations secrètes avec l'État d'Israël depuis l'époque du roi Hassan II en 1986. Et évidemment, il a fallu les incidents de 1995 avec la deuxième guerre de l'Intifada pour que le Maroc puisse revoir sa coopération bilatérale avec Israël. Dans un communiqué du Palais royal, le Maroc a confirmé qu'il allait reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec Israël. Par ailleurs, le Front Polisario, mouvement indépendantiste qui revendiquait jusque-là l'indépendance du Sahara occidental, condamne fermement la position de Donald Trump, attribuant au Maroc la souveraineté sur l'ancienne colonie espagnole. Cette décision de reconnaissance de l'autorité du Maroc sur le Sahara occidental vient renforcer davantage la présence américaine, évidemment, dans la zone. Donc il faut voir dans cette décision la pénétration notamment des États-Unis dans le Maghreb à travers le Maroc, qui va jouer un rôle important dans le cadre du rayonnement de la diplomatie américaine dans la zone. Pour rappel, depuis environ un mois, un regain de tension est observé dans le Sahara occidental après des incidents entre le Front Polisario et les forces armées royales du Maroc dans la zone tampon de Guerguerat, située à l'extrême sud-ouest du Sahara occidental sous contrôle marocain et frontalière avec la Mauritanie. Toujours concernant la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël, l'Organisation des Nations Unies a fait savoir par la voix de son porte-parole Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, que sa position concernant le dossier du Sahara occidental reste inchangée et que la solution à cette question pourrait être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. L'ONU invite le Maroc et le Front Polisario à éviter toute action qui pourrait aggraver cette situation déjà tendue, alors que les discussions sont au point mort depuis plus d'1 an et demi.
La menace planait depuis plusieurs jours. Elle a été mise à exécution ce jeudi 10 décembre en République démocratique du Congo. La présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, a été destituée avec son bureau, une étape cruciale dans l'offensive de la plateforme Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi, qui cherche à renverser la majorité parlementaire fidèle à l'ancien président Joseph Kabila. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'est avec 281 voix pour et 200 contre que le bureau de l'Assemblée nationale, avec en tête Janine Mabunda, a été destitué ce jeudi 10 décembre. C'est à la suite d'une pétition initiée par le député Mouindo du Mouvement de libération pour le Congo que le bureau de la Chambre basse est tombé. Écoutez, comme ça a toujours été, même dans le temps, Jules César a fait son temps, Hitler a fait son temps. Donc tout est cyclique. Et il fallait bien qu'après 13 ans, qu'ils partent. Ils n'allaient quand même pas penser qu'ils vont rester éternellement. La destitution du bureau de l'Assemblée nationale suscite des interrogations sur la majorité détenue par le Front commun pour le Congo, clamant détenir plus de 335 députés et voir le bureau issu de cette majorité tomber. C'est l'inquiétude dans le camp de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, alors qu'en face on jubile. Pas parce qu'on s'était préparé pour qu'il soit bâti. Donc ça, ce n'est pas... D'ailleurs, ce n'est même pas honorable Janine Mabunda, mais nous, on a bâti les groupes de gens qui nous ont pris en otage, tout simplement. Donc on n'a pas voulu que le pays soit sous l'esclavage, on a voulu libérer le peuple. On a voulu qu'aujourd'hui qu'on soit libre. Et voilà, nous venons de gagner la bataille. Donc les gens qui prennent le pays en otage, qui veulent que le pays ne marche pas, c'est fini aujourd'hui. Les résultats du scrutin organisé ce jeudi à l'hémicycle confortent par ailleurs la vision du chef de l'État en quête d'une nouvelle majorité. La démarche dans les jours à venir serait d'obtenir la démission du Premier ministre Sylvestre Ilukamba, sinon exercer la pression par la Chambre basse pour une motion de censure qui conduirait à sa déchéance. Un reportage de Jacques Amboka commenté par la rédaction d'Africa 24. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a récemment rendu une série d'injonctions contre l'État béninois et plutôt en faveur de l'opposant en exil, Sébastien Ajavon. Son parti, l'Union sociale libérale, est sorti de son silence ce mercredi 9 décembre pour appeler les autorités à rétablir les droits de son président d'honneur avant la tenue de l'élection présidentielle prévue en avril 2021. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftiounou. Suite à une série de plaintes du président d'honneur du parti Union sociale libérale USL, Sébastien Ajavon, à l'encontre de l'État béninois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples enjoint l'État béninois d'abroger de nombreuses lois controversées, notamment celles portant charte des partis politiques, les dispositions relatives au Conseil supérieur de la magistrature et d'amnistie des faits criminels délictueux et contraventionnels commis lors des élections législatives du 28 avril 2019, ainsi que la Constitution révisée en 2019. Des injonctions de la CADHP ont provoqué le retrait du Bénin de la juridiction en mars 2020. Tout comme certains partis d'opposition, le parti USL n'a pas pu participer aux législatives de 2019 et les communales et municipales de mai 2020. Par le même jeu de l'exclusion, le gouvernement tente de maintenir le leader de l'USL en exil en dépit des décisions de justice, l'empêchant ainsi de jouir de son droit constitutionnel d'être candidat à l'élection présidentielle 2021. Pour une élection présidentielle inclusive et pacifique, l'USL recommande, entre autres, l'audit indépendant de la liste électorale, la suppression des dispositions du parrainage du duo présidentiel, l'application de la décision de la CADHP portant annulation de la révision de la Constitution du 1er novembre 2019 et l'institution d'un dialogue national débouchant sur la transition politique. L'USL s'oppose à toute élection présidentielle en 2021 dans les conditions actuelles et exige 1. Le respect par le gouvernement béninois de toutes les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. À noter qu'en décembre 2018, suite à une plainte de Sébastien Ajavon, la CADHP a ordonné le gel de la décision de condamnation à 20 ans de prison pour trafic de drogue le 18 octobre 2018 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET.
À travers une décision du 29 mars 2019, elle enjoint l'État béninois de faire procéder à l'annulation de cette condamnation. Le projet de construction d'un pipeline entre le Niger et le Bénin a fait l'objet d'une visite de travail de la Chambre africaine de l'énergie fin novembre 2020. Grâce à ce projet, le Niger espère accélérer son programme d'accès à l'électricité pour les populations. Actuellement, le taux d'électrification n'atteint pas 20%. Les précisions de Lorita Simbouf. Le gouvernement du Niger s'est engagé dans la réalisation du pipeline Niger-Bénin afin d'accroître l'accès à l'électricité de sa population, majoritairement jeune de 16 à 80% d'ici 2035. Les zones rurales du Niger qui ont des niveaux d'accès à l'électricité inférieurs à 5% seront priorisées. Une agence pour la promotion de l'électrification rurale a récemment été créée dans le pays à cet effet. Le Niger s'est engagé dans une voie que nous soutenons avec ferveur pour augmenter considérablement l'accès à une électricité fiable et abordable pour sa jeune population. Dans un communiqué, la Chambre africaine de l'énergie a affirmé que la mise en service du pipeline Niger-Bénin, long de 1982 km, devrait permettre de faire passer la production actuelle de 20 000 barils par jour à 120 000 barils par jour à l'horizon 2024 et permettre au Niger de financer en partie sur fonds propres son plan d'électrification. L'aboutissement de cet oléoduc devrait avoir des retombées économiques considérables, essentiellement en termes de création d'emplois pour les jeunes et la fiscalité. Pour l'emploi des jeunes, son exploitation devrait générer des milliers d'emplois pour cette cohorte qui constitue près de 60% de la population et dont l'insertion sur le marché de travail demeure l'une des préoccupations les plus fondamentales pour les pouvoirs publics. Concernant la fiscalité, ces projets devraient rapporter environ 45% des recettes fiscales, soit quelques 400 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle sans doute pour un pays qui fait de la mobilisation des ressources internes sa priorité. Ces recettes fiscales, à titre de rappel, sont primordiales pour le développement durable. Les travaux du pipeline Niger-Bénin avaient officiellement été lancés le 17 septembre 2019 par le président Issoufou Mahamadou. Long de 1982 km, dont 1298 km en territoire nigérien et 684 km au Bénin, le pipeline international Niger-Bénin va permettre au Niger d'exporter son pétrole à l'international. Le délai de livraison de cette infrastructure est prévu pour la fin d'année 2022. Une réunion du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football s'est tenue le 6 décembre en vue d'examiner plusieurs litiges. Une série de décisions a été rendue. L'organe indépendant s'est notamment prononcé sur le dossier de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021 qui a opposé la Gambie au Gabon. Retour sur ces épisodes avec José Douglas. D'abord, pour le match Pyramide FC contre Oroya AC, disputé le 20 novembre, dans le cadre de la 17e édition de la Coupe de la Confédération, un test antidopage positif pour Ibrahim Hassan Abdelatif de Pyramide FC. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le joueur pour une durée de 2 ans, dont 22 mois avec sursis. Le match Gambie-Gabon, 4e journée des éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. À leur arrivée en Gambie, les joueurs de l'équipe nationale gabonaise sont restés bloqués à l'aéroport pendant plus de 5 heures. La fédération gambienne n'a pas respecté les valeurs de loyauté, d'intégrité sportive et les règles de fair play concernant l'accueil de la délégation gabonaise. Que disait le sélectionneur gabonais justement? On a couché au sol. Le groupe fatigué, bien sûr, ils ont dormi 4 heures. Bien sûr que ça a une grosse incidence sur la prestation de l'équipe. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'infliger à la fédération gambienne une amende de 100 000 USD, dont 50 000 avec sursis, à condition que la fédération gambienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire au cours des 24 prochains mois. Autre réaction du sélectionneur. Donc c'est atteinte à la plus grande moralité d'un sportif ou d'un humain qui voyage d'un pays à l'autre et qui peut logiquement prendre son passeport et continuer sa route, quoi. Bénin, Lesotho, toujours pour les éliminatoires de la CAN au Cameroun. À la fin du match, les spectateurs béninois ont envahi la main courante. Ils ont débordé les officiers de police déployés à l'une des portes et sont entrés dans les zones 1 et 2. Les responsables de sécurité étaient obligés d'appeler des renforts pour les faire évacuer. Le jury disciplinaire de la CAF a décidé d'imposer une amende de 10 000 USD au Bénin
pour défaillance sécuritaire lors de ce match. Ces décisions peuvent être attaquées devant le jury d'appel de la CAF. Celui qui entend interjeter appel doit annoncer son intention par écrit dans un délai de 3 jours à compter de la communication de la décision. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.